Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle e-live. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour donc cette e-live consacrée au diabète en période de Covid. Alors avant de répondre aux questions que j'espère nombreuses, je voulais vous donner quelques nouvelles du service pour vous dire donc que le service d'endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan s'est consacré pendant plus d'1 mois à la prise en charge exclusive des patients Covid positifs. Depuis lundi, notamment grâce à une amélioration nette au niveau institutionnel, le service a pu sortir du secteur Covid et nous sommes en train de reprendre peu à peu nos activités. Actuellement, nous assurons une activité d'hospitalisation pour les patients nécessitant une prise en charge rapide, comme un déséquilibre important du diabète par exemple, ou des complications, la prise en charge de complications aiguës comme une plaie de pied. Nous assurons également une activité de consultation présentielle si la présence du patient est vraiment nécessaire, sinon une téléconsultation qui nous permet d'assurer la continuité des soins. Et puis, comme je vous l'ai dit, nous reprenons nos e-live hebdomadaires. Avec aujourd'hui des questions libres autour du diabète. Alors je vous rappelle que j'avais fait une première e-live mi-mars concernant diabète et Covid, où j'avais déjà répondu à un certain nombre de questions. Bien sûr, les choses étant évolutives, il y a certaines recommandations qui ont pu être modifiées, notamment quant à la prise ou pas de certains médicaments. Donc, j'ai trouvé nécessaire donc de refaire un point avec vous sur diabète et Covid, mais je répondrai également à l'ensemble de vos questions concernant le diabète. Peut-être avez-vous d'ailleurs des questions concernant l'arrivée d'une nouvelle classe médicamenteuse pour la prise en charge du diabète, qui est un peu passée inaperçue en cette période de crise sanitaire, puisque ce médicament, qui était pourtant très ardemment attendu par tous les diabétologues et les médecins qui s'intéressent au diabète, également par un certain nombre de patients, eh bien, c'est passé inaperçu puisque ce médicament a été commercialisé en pleine crise sanitaire le 1er avril et est donc disponible actuellement en France. Il l'était d'ailleurs déjà depuis plusieurs années dans plus de 100 pays dans le monde, ce qui a permis déjà d'avoir un certain recul avec ce nouveau médicament. Voilà. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions en direct. A priori, non, pas encore. Alors, ce que je vais faire, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est de répondre aux questions qui ont été posées durant la semaine. La première question de Brigitte, qui me demandait si les diabétiques bien équilibrés étaient plus touchés par le Covid que les non-diabétiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les diabétiques n'ont pas plus de risque de contracter le Covid que les personnes qui ne sont pas diabétiques. Par contre, certains diabétiques sont plus à risque de faire des formes graves de Covid-19. En général, on considère que les facteurs de risque, c'est le diabète lorsqu'il est mal équilibré, si vous avez des comorbidités associées à votre diabète, comme notamment l'hypertension, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, une maladie rénale ou respiratoire. Et puis, si vous avez un certain âge, si vous avez plus de 70 ans et que vous êtes diabétique, là aussi, vous êtes plus à risque de contracter une forme sévère. Cela dit, comme vous le savez, avec ce virus, on a malheureusement très peu de connaissances encore concernant ce virus et les facteurs prédictifs
de la gravité de ce virus. Et on n'est pas, je pense, au bout de nos surprises. C'est la raison pour laquelle en France a été lancée une étude intéressante donc qui a été promue par le professeur Cariou du CHU de Nantes et qui va concerner 300 patients diabétiques pour essayer de savoir quels sont les facteurs prédictifs d'une forme grave de Covid chez un patient diabétique. Ont été étudiés en particulier et sont en train d'être étudiés en particulier l'équilibre du diabète, donc l'hémoglobine glyquée, l'existence ou non de comorbidités associées au diabète, mais également le type de traitement que prenait le patient diabétique, les autres traitements, notamment les traitements anti-hypertenseurs. Voilà, donc on aura les résultats de cette étude, nous l'espérons, assez prochainement, et on pourra en savoir plus sur véritablement les facteurs chez un diabétique qui vont exposer à une forme grave. Ce que l'on sait quand même à travers les études chinoises, c'est que effectivement, un diabétique dit à risque a 2 à 3 fois plus de risque de faire une forme sévère, avec un taux de décès également plus important chez les diabétiques qui font un Covid. Toujours pas de questions en direct. Si, des questions. Donc on me dit qu'il y a des questions déjà qui apparaissent. Donc une première question. Excusez-moi. Une première question. Quelqu'un me dit qu'elle est diabétique, qu'elle doit reprendre son travail le 11 mai, en sachant qu'elle est assistante maternelle. Elle est diabétique de type 2 sans insuline et elle me demande ce que j'en pense. Alors, comme je vous l'ai dit, actuellement, en tout cas, selon la société française, enfin, la société francophone du diabète, les diabétiques dits à risque, ce sont les diabétiques sous insuline déséquilibrés, ou bien les diabétiques qui présentent donc des comorbidités, ou bien les diabétiques plus âgés, donc de plus de 70 ans. Je ne sais pas si vous avez des facteurs de risque associés à votre diabète, notamment des comorbidités associées à votre diabète. Si vous êtes diabétique de type 2 bien équilibré avec une hémoglobine glyquée donc inférieure ou égale à 7% et que vous n'avez pas d'insuline et donc pas de comorbidité, a priori, il serait possible de reprendre votre travail le 11 mai, mais sous couvert évidemment d'un respect parfaitement rigoureux des gestes barrières classiques et d'une surveillance peut-être accrue également de votre diabète pour vous assurer donc du bon équilibre de celui-ci. Quelqu'un me demande ce que je pense du diabète dans cette période de Ramadan. Alors, j'écoutais avant-hier un imam et islamologue qui s'appelle Mohamed Bajrafil et qui rappelait que le Ramadan devait rester un moment de retour à soi, un moment de spiritualité, autrement dit une pratique personnelle qui, selon lui, cadrait parfaitement avec le confinement. Autrement dit, il disait que finalement l'esprit festif qu'on associe au Ramadan, finalement n'est pas l'esprit réel du Ramadan selon le Coran, qui doit rester une pratique, comme je vous l'ai dit, personnelle. Donc il disait que le Ramadan était tout à fait compatible avec le confinement, que le confinement corporel pouvait coller parfaitement avec le confinement spirituel et qu'il n'y avait aucune antinomie entre confinement et Ramadan. Donc il est évident que si vous respectez la frugalité qui est normalement préconisée en cette période de Ramadan et que vous respectez tout cela, que vous adaptez le traitement antidiabétique si nécessaire, on en parlera peut-être tout à l'heure, notamment concernant les antidiabétiques oraux susceptibles de provoquer des hypoglycémies ou l'insuline. Eh bien, voilà, donc la période de confinement ne change rien, voire même rend les choses finalement moins compliquées peut-être chez certains musulmans, puisque
qui dit confinement dit peut-être ne pas travailler et donc vivre peut-être plus facilement cette période de jeûne durant la journée. Alors, Brigitte me dit qu'il y a de nombreux diabétiques qui vivent mal l'interdiction de la reprise du travail par l'employeur sur la base du principe de précaution. Comment négocier Donc, on l'a dit, hein, actuellement, on a les diabétiques dits à risque, à savoir les diabétiques sous insuline déséquilibrés, les diabétiques qui présentent des comorbidités associées à leur diabète et les diabétiques plus âgés, mais ça les concerne moins pour ce qui est du travail. Donc ces diabétiques-là, effectivement, il faut continuer à les protéger parce qu'ils peuvent faire des formes plus graves de Covid-19. Et donc là, effectivement, le principe de précaution peut se concevoir. Pour les autres diabétiques, s'ils respectent les gestes barrières et que, comme je vous l'ai dit, ils profitent de cette période justement pour essayer d'optimiser l'équilibre de leur diabète, il ne devrait pas y avoir de problème majeur quant à la reprise éventuelle du travail. Donc au niveau de chaque entreprise, il y a quand même des médecins du travail vers lesquels donc, les employeurs peuvent se tourner pour juger et discuter de la reprise éventuelle ou pas d'un patient diabétique. Il ne faut surtout pas que le patient diabétique soit victime de discrimination, là encore, au travail, et donc ne reprenne pas le travail s'il n'a pas de facteur de risque particulier, juste parce qu'il est diabétique. Je vous le répète, un patient diabétique n'a pas plus de risque de faire un Covid qu'une personne qui n'est pas diabétique. Simplement, les formes sévères chez certains diabétiques, mais pas chez tous, heureusement. Les formes sévères donc sont un peu plus fréquentes, d'où des précautions particulières, mais ça ne veut pas dire des interdictions systématiques. Alors, là, donc une autre question concernant donc le confinement. Brigitte me demande si la surprotection finalement et le confinement prolongé n'est pas plus nocive à la santé physique et mentale, donc à long terme. Donc c'est une bonne question, hein, puisque effectivement on demande pendant justement cette période de Covid et donc de confinement aux diabétiques d'optimiser l'équilibre de leur diabète, d'avoir le diabète le plus équilibré possible pour justement limiter le risque de contracter un Covid, puisque plus votre diabète est déséquilibré, plus vous avez de risques de développer un Covid et une forme grave de Covid. Donc, et en même temps, ils sont privés de la possibilité de sortir. Donc c'est vrai qu'il va falloir jouer avec cette contradiction-là. Je crois qu'il est tout à fait possible néanmoins de réaliser une activité physique, à défaut d'une activité véritablement sportive, mais au moins une activité physique à domicile. Si vous avez un jardin, ça facilite les choses. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez, si vous avez un vélo d'appartement, faire 1 heure de vélo d'appartement, ce qui permet quand même de garder une activité physique. Vous pouvez faire une activité de bricolage ou une activité physique autre, du ménage, pour vous faire bouger. Donc il est important de continuer à bouger, ça c'est certain. Alors après, il y a des expériences et de certains patients qui ont même fait l'équivalent d'un marathon ou d'un semi-marathon sur leur terrasse en multipliant le nombre de pas. Bon voilà, ça c'était pour l'anecdote, mais il est évident qu'il est important de maintenir une activité physique, y compris à domicile, même si cela est difficile. Après, il y a des dérogations, vous le savez, hein, pour quand même pouvoir sortir 1 heure par jour à proximité de son domicile, pour donc pouvoir faire cette activité physique, si vraiment l'activité physique au sein de votre domicile n'est pas réalisable. Donc c'est important de bien gérer ce paradoxe-là, parce que si vous ne faites pas d'activité physique, il est évident que l'équilibre de votre diabète va en pâtir. La santé mentale également va en pâtir, puisqu'effectivement, lorsque l'on est confiné et qu'on ne sort pas du tout, et qu'on ne fait pas en tout cas du tout d'activité physique, ça peut effectivement retirer et générer un stress qui peut également déséquilibrer le diabète.
Alors, l'association des diabétiques me pose une question. Elle me demande comment faire si on est malade du Covid sans complications et avec un diabète bien équilibré à la maison, s'il vous plaît. Donc, d'après ce que je comprends, hein, si vous êtes diabétique bien équilibré et que vous avez une infection Covid, si vous n'avez pas de signe de gravité, il faut effectivement essentiellement se confiner chez vous, mais il faut aussi garder le lien, bien entendu, avec votre médecin traitant ou au mieux avec votre diabétologue, par le biais notamment des téléconsultations. Vous savez que la télémédecine a pris son essor en cette période de Covid, puisqu'il faut quand même assurer la continuité des soins, notamment pour les patients qui présentent des maladies chroniques comme le diabète. Donc, on avait déjà en France des programmes, à travers ce qu'on appelle le programme ETAP, qui est un programme national de télémédecine. On avait déjà la possibilité de suivre des patients diabétiques, donc en plus des consultations présentielles, par des consultations. Là, donc, ce phénomène s'est accéléré avec le Covid, puisqu'il est parfois difficile de faire venir le patient donc en consultation. Et à ce moment-là, la téléconsultation va permettre au patient diabétique de poser toutes les questions à son médecin traitant ou à son diabétologue et d'éviter que le diabète ne se déséquilibre. Parce que si vous avez une infection Covid avec un diabète même qui est bien équilibré, le fait d'avoir le Covid peut déséquilibrer le diabète et même provoquer parfois des acidocétoses, c'est-à-dire des décompensations aiguës de votre diabète, y compris chez des diabétiques de type 2. Donc, gardez le lien, je dirais, avec le médecin traitant et le diabétologue pour ce qui est de l'équilibre de votre diabète. Et puis si, bien entendu, par rapport à l'infection Covid, vous aviez des doutes sur une éventuelle gravité avec l'apparition notamment de signes respiratoires, de difficultés respiratoires, eh bien, dans ce cas-là, il faut vraiment appeler le 15. Alors, quelqu'un me demande un diabète équilibré à quoi ça correspond au niveau de l'hémoglobine glyquée. Donc, pour la plupart des patients, vous savez que la barre est fixée à 7% d'hémoglobine glyquée. Il y a certains patients dont les diabétiques sans aucune complication et les femmes enceintes pour lesquelles on est même sur une hémoglobine glyquée à 6,5. À l'inverse, chez des patients un peu plus fragiles, on est plutôt sur des hémoglobine glyquée autour de 7,5 à 8%. Voilà, ce qui définit en tout cas un diabète franchement déséquilibré, c'est au-delà d'une hémoglobine glyquée de 9%. Alors, quelqu'un me demande s'il y a des précautions supplémentaires au niveau des gestes barrières pour les patients diabétiques. Non, les gestes barrières sont les mêmes que le patient soit diabétique ou non diabétique. Vous les connaissez, ils vous sont sans arrêt répétés sur toutes les ondes radio et au sein de toutes les télévisions. Donc, il est inutile que je vous les rappelle. La précaution supplémentaire, par contre, à prendre, non pas au niveau des gestes barrières, mais au niveau du diabète, c'est de renforcer la surveillance de votre diabète. Comme je vous l'ai dit, le déséquilibre du diabète peut être un facteur d'aggravation de l'infection. C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'un diabète déséquilibré va favoriser l'infection Covid et l'infection Covid va aggraver l'équilibre, va dégrader l'équilibre du diabète. Donc c'est une sorte d'un véritable cercle vicieux. Donc c'est important de particulièrement se surveiller pour un diabétique dans cette période Covid. Et d'ailleurs, il est important de dire aux gens que dans l'absence de véritables signes cliniques, un déséquilibre inexpliqué du diabète peut déjà constituer un signal d'alarme et nécessite déjà au moins l'appel de votre médecin traitant ou de votre diabétologue pour essayer de comprendre pourquoi ce diabète, de manière inexpliquée, s'est déséquilibré. Alors après, il peut y avoir des explications parce que le confinement, malheureusement, chez certains patients, vont exposer à des troubles du comportement alimentaire, donc des grignotages qui peuvent être des grignotages sucrés, ce qui peut avoir tendance donc à déséquilibrer le diabète. Et puis le manque d'activité physique, si on
est donc créatif pour essayer de trouver des moyens de bouger, eh bien le manque d'activité physique peut également entraîner un déséquilibre du diabète. Mais si finalement on a une glycémie au plafond, alors même qu'on ne mange pas spécialement de manière excessive et qu'on a continué à bouger, là il faut prendre un avis spécialisé. Alors, Ray, je me demande comment contrôler la glycémie quand on n'a que l'hémoglobine glyquée pour la connaître tous les 3 mois. Donc l'hémoglobine glyquée, je le rappelle à certains, c'est la prise de sang que vous faites tous les 3 mois pour juger de l'équilibre de votre diabète. Donc c'est cette fameuse hémoglobine glyquée qui doit être inférieure ou égale à 7% pour considérer votre diabète comme étant équilibré. Alors effectivement, certains diabétiques, en plus de l'hémoglobine glyquée, cèdent soit des glycémies au bout du doigt, soit des mesures du glucose, donc notamment le freestyle libre, pour avoir tous les jours une idée de son équilibre glycémique. Effectivement, là où ça pose problème et où Reg a raison, c'est quand le patient n'a pas d'autosurveillance glycémique, c'est-à-dire ne fait pas de contrôle de glycémie capillaire parce qu'il n'a pas de médicaments susceptibles de provoquer des hypoglycémies. Donc dans ces cas-là, effectivement, il est difficile de savoir si son diabète est équilibré ou pas. Donc si vous avez le moindre doute, c'est-à-dire si vous avez l'impression d'uriner beaucoup, d'avoir spécialement soif, d'être particulièrement fatigué, d'avoir la bouche un peu pâteuse, donc des signes un peu inhabituels, eh bien, il n'est pas du tout illogique d'appeler votre médecin traitant pour, à ce moment-là, vous faire une hémoglobine glyquée plus rapidement, de manière à voir si le diabète s'est déséquilibré. Mais c'est effectivement la seule façon de le savoir. Parfois, on n'a pas de signe clinique qui nous permet de savoir si on est en hypo ou en hyper. Hein, et dans ce cas-là, effectivement, c'est plus difficile de se rendre compte que son diabète est déséquilibré. Donc, on peut quand même, pour ceux qui n'ont pas d'autosurveillance glycémique, proposer une surveillance peut-être plus rapprochée de l'hémoglobine glyquée, peut-être toutes les 6 semaines au lieu de tous les 3 mois dans cette période de confinement. Alors, Karine me demande, elle est diabétique sous metformine et elle me dit qu'elle a une mauvaise circulation, qu'elle porte des bas de contention, donc ça doit vouloir dire qu'elle a un mauvais retour veineux, une insuffisance veineuse, et elle me demande si elle est une personne à risque pour reprendre son travail. Donc, le fait d'avoir une mauvaise circulation, c'est pas un facteur de risque, c'est pas considéré comme une comorbidité susceptible de provoquer une forme grave chez un diabétique. Même si je vous l'ai dit, on n'a pas toutes les réponses à cette question. L'étude dont je vous ai parlé, l'étude Coronado, qui étudie les facteurs prédictifs, nous permettra de mieux répondre à cette question. Néanmoins, je crois que si vous avez comme seul antécédent d'avoir une mauvaise circulation et que votre diabète est bien équilibré actuellement, vous pouvez, on ne peut pas considérer que vous êtes une personne à risque, donc vous pourrez éventuellement reprendre votre travail. Maria me dit qu'elle est diabétique de type 2 avec un diabète déséquilibré, une hémoglobine glyquée à 7,9% depuis le mois de janvier et alors, elle dit qu'elle a de l'insuline une fois par semaine. Je pense qu'il y a une petite confusion parce qu'il n'y a pas d'insuline que l'on réalise de manière hebdomadaire. Le traitement qu'on réalise de manière hebdomadaire, ce sont les analogues du GLP-1, c'est-à-dire le Trulicity ou l'Ozempic, mais qui ne sont pas de l'insuline. Elle dit qu'elle est en arrêt depuis le début parce qu'elle travaille dans une maison de retraite et elle demande si elle est plus à risque que d'autres diabétiques. Donc effectivement, une hémoglobine glyquée à 7,9%, c'est pas un équilibre glycémique vraiment optimal. Voilà, donc après il faudrait savoir si vous avez d'autres maladies associées à votre diabète, en particulier si vous avez de l'hypertension, si vous avez un surpoids. Auquel cas, effectivement, ça pourrait vous faire passer dans la population à risque
Et dans la mesure où dans les maisons de retraite, il y a quand même pas mal de sujets âgés, c'est vrai qu'il ne serait pas très recommandé pour vous de reprendre immédiatement votre activité professionnelle. Alors, quelqu'un me demande, elle est une dame qui a 72 ans, me demande quelle est la glycémie normale. Alors, il faut savoir si vous êtes diabétique ou pas diabétique. Si vous n'êtes pas diabétique, une glycémie normale, c'est une glycémie entre 0,80 g et 1,10 g le matin au réveil à jeun. Donc ça, c'est une glycémie qui est considérée comme normale. Si vous avez le matin à jeun une glycémie entre 1,11 g et 1,25 g, vous n'avez plus une glycémie normale, mais vous n'êtes pas encore diabétique, vous êtes ce qu'on appelle prédiabétique. Et si vous avez une glycémie qui est supérieure ou égale à 1,26 g, c'est là où vous êtes donc considéré comme diabétique. Si maintenant le diabète a déjà été diagnostiqué chez vous, ce qu'on considère, alors on ne peut pas parler de glycémie normale, mais d'objectif glycémique. En général, les objectifs glycémiques, alors ça varie en fonction de l'âge du patient et du terrain du patient, mais généralement, on fixe comme objectif glycémique le matin à jeun une glycémie donc, qui doit être entre 0,80 g et 1,30 g, et une glycémie après les repas qui doit se situer environ entre 1,30 g et 1,60 g ou 1,80 g. Voilà. Alors, Régé me demande si un diabétique peut avoir le Covid sans symptômes. Alors, un diabétique peut tout à fait avoir le Covid sans symptômes, puisque je vous rappelle que dans la majorité des cas, le Covid est totalement asymptomatique, qu'il s'agisse d'un diabétique ou d'un non-diabétique. Donc un diabétique peut tout à fait avoir une infection Covid ou même être porteur sain de Covid sans avoir donc de symptômes. Donc c'est tout à fait possible. Heureusement que tous les diabétiques ne font pas des formes symptomatiques ou des formes graves de Covid. Ils sont plus à risque de faire des formes graves dans certains cas, pour certains, mais ce n'est pas du tout la règle. Alors, Sonia me demande si c'est... alors, elle me dit que ses glycémies sont entre 2 grammes et 2,59 g. Elle me demande si c'est normal. Donc, la réponse est non. Je viens de définir les objectifs glycémiques chez un patient diabétique, à savoir une glycémie entre 0,80 g et 1,30 g avant les repas, et entre 1,30 g et 1,80 g environ 2 heures après les repas. Donc, si vos glycémies en journée tournent entre 2 grammes et 2,50 g, c'est que votre diabète est déséquilibré. Donc, dans ce cas-là, je ne sais pas quel est votre traitement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument ajuster votre traitement. Je vous conseille vivement de vous rapprocher de votre médecin traitant diabétologue pour avoir un conseil sur le traitement. Il faut regarder également quel est votre mode de vie et comment vous avez adapté votre mode de vie par rapport au confinement. Si vous avez des troubles du comportement alimentaire, si vous avez aggravé votre sédentarité, eh bien, ça peut aussi expliquer l'augmentation de vos glycémies. Dans ce cas-là, une amélioration de votre mode de vie, donc moins de grignotage et une activité physique plus importante pourrait également vous permettre d'améliorer votre équilibre. Alors, Mario me demande, est-ce que les diabétiques doivent se faire tester? Donc, vous savez, on est en plein dans les tests sérologiques, mais qui ne sont pas encore tout à fait au point, avec beaucoup de faux négatifs. Donc les diabétiques, au même titre que les personnes à risque, peuvent également effectivement peuvent se faire tester, mais le but quand même des tests, c'est de tester un maximum de gens dans la population générale, de manière à éviter le rebond à la rupture donc, du confinement le 11 mai. Alors, beaucoup de questions donc, autour de la reprise du travail, beaucoup de diabétiques donc, qui se posent des questions sur la reprise du travail le 11 mai, qui se demandent si c'est dangereux. Voilà, donc là, j'ai déjà répondu à ces questions. Ça dépend du terrain que vous avez. Si votre diabète est un diabète
sans comorbidité associée, que vous n'êtes pas particulièrement âgé et que vous avez un diabète surtout bien équilibré, a priori, vous pouvez envisager une reprise du travail. Si en revanche, vous êtes dans une population à risque, à savoir un diabète déséquilibré, l'existence de fortes associées à votre diabète, il est préférable peut-être de surseoir à cette reprise du travail. Donc Nadine me dit qu'elle est diabétique de type 1 et qu'elle a beaucoup de stress actuellement, que son diabète est déséquilibré, qu'elle a moins faim et que du coup elle fait des hypoglycémies très souvent. Donc je ne sais pas si c'est une expérience dont elle nous fait part ou si elle a une question. J'encourage Nadine à me préciser sa question pour savoir un petit peu ce qu'elle me demande à travers son témoignage. Alors, un monsieur qui s'appelle Ahmed, qui a 72 ans, me dit qu'il est diabétique de type 2 et il me demande quels sont les risques de jeûner durant cette période de Ramadan. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai écouté donc un imam islamologue, Mohamed Bajrafil, que je vous encourage vivement à écouter parce qu'il dit beaucoup de choses très intéressantes. Et il dit notamment que la vie humaine doit toujours prévaloir sur le rite, donc passer avant le rite. Et ça, je crois que c'est particulièrement important de l'entendre. Ça veut dire que si vous vous sentez fatigué, que vous avez et que vous sentez que le jeûne va vraiment vous exposer à une fatigue encore plus importante et un risque pour votre santé, il est important de faire passer votre santé avant le rite et donc de ne pas faire le ramadan ou de le faire peut-être à une période où vous vous sentirez mieux. Voilà, donc là vous me dites que vous êtes diabétique de type 2. Ça dépend quel est l'équilibre de votre diabète, ça dépend quel est le traitement que vous prenez. Donc il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup d'éléments que je n'ai pas pour répondre complètement à votre question. Ce qui est sûr, c'est que à 72 ans, avec de type 2 et dans le contexte actuel, il n'est peut-être pas quand même particulièrement recommandé de réaliser ce jeûne dans l'immédiat. Alors, Maëva dit que Facebook propose donc des cours tout à fait intéressants pour les adultes et les enfants. Merci Maëva pour ce témoignage. Oui, tout à l'heure, j'ai omis de dire que parmi les activités physiques que l'on peut faire chez soi, c'est faire des cours, puisque de plus en plus d'applications et de plus en plus même de télévision proposent donc des cours de yoga ou des cours de zumba, enfin toutes sortes de cours qui permettent donc de faire une activité physique. Et il est peut-être particulièrement intéressant de faire ça pour garder donc une activité physique régulière. Alors Lionel me demande si les diabétiques dont l'équilibre glycémique est satisfaisant mais qui ont une insuffisance rénale sévère sont prioritaires dans l'attribution des masques chirurgicaux. Alors, vous savez que c'est un sujet assez sensible. Les masques, on nous a dit tout et son contraire. On nous a d'abord dit que les masques n'étaient pas nécessaires pour la population générale, mais uniquement pour les patients qui présentaient des signes de Covid. Maintenant, le de masques obligatoires au moins dans les transports en commun. Bon, voilà. Donc, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de directive vraiment très claire concernant l'attribution des masques et les priorités éventuelles que certains pourraient avoir par rapport à l'attribution de ces masques. On est dans un grand flou pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que pour vous, même si votre équilibre glycémique est bon, compte tenu de votre insuffisance rénale, vous êtes quand même considéré comme un patient à risque. Et donc, effectivement, je vous conseille vivement
de vous procurer, si c'est possible, un masque lorsque le confinement, pour qu'à la fin du confinement, vous puissiez quand même pouvoir sortir en gardant donc ces précautions qui me semblent indispensables dans votre cas particulier. Alors, Pierre Bénichou me pose une question à laquelle j'ai déjà répondu. Il me demande si le risque de Covid-19 est accru chez un diabétique, même s'il est bien équilibré. Donc j'ai déjà répondu à cette question. Hein. Je vous répondrai simplement, Pierre, que le risque de Covid n'est pas plus important chez un diabétique que chez un non-diabétique. Par contre, les formes graves sont plus importantes uniquement chez certains diabétiques. Je vous les ai dit, il y a 3 cas, hein, les diabétiques mal équilibrés, les diabétiques qui présentent des comorbidités associées à leur diabète, et pour les sujets de plus de 70 ans qui sont diabétiques. Alors Lionel me pose des questions sur la vaccination anti-pneumococcique. Alors je suis assez heureuse qu'on me pose une question sur la vaccination, car le Covid aura eu au moins ce bienfait-là, celui de réconcilier une partie de nos concitoyens avec la vaccination. Puisque, comme vous le savez, peut-être, il y a maintenant un référentiel national qui a été validé par la Société francophone du diabète concernant le calendrier vaccinal du patient diabétique, où figure bien entendu la vaccination antigrippale et la vaccination antipneumococcique. Malheureusement, en raison du climat de défiance vis-à-vis de la vaccination, qui est entretenu d'ailleurs par un certain nombre de sommités et de personnes nobélisées, pour ne pas les citer, eh bien, seuls 30% des patients diabétiques sont vaccinés contre la grippe, et encore moins contre le pneumocoque. Donc, oui, Lionel, il est particulièrement pertinent qu'un patient diabétique se vaccine contre le pneumocoque, mais pas forcément en cette période aiguë là, de Covid. Ça doit être le cas chez tous les diabétiques, ça fait partie du calendrier vaccinal de tout diabétique. Donc j'espère à l'avenir que à la fois les patients et les médecins seront beaucoup plus vigilants quant au respect du calendrier vaccinal, notamment chez les diabétiques. Alors, Florent me demande de confirmer qu'il existe des accompagnements personnalisés en période pour les diabétiques. Alors, Florence a tout à fait raison. Il y a un groupe de médecins, notamment de Bichat, qui, en association avec l'INSERM, ont mis en place une application qui est tout à fait intéressante, qui s'appelle Covidiab. Cette application que vous pouvez donc télécharger va vous permettre d'avoir d'une part des informations en temps réel sur l'infection 19. Elle va également vous permettre, à partir de questionnaires, de vous donner des conseils personnalisés pour mieux équilibrer le diabète. Et puis, en fonction des signes éventuels que vous auriez qui pourraient évoquer un Covid, va vous permettre de savoir s'il faut plutôt appeler votre médecin traitant, plutôt le 15, plutôt les urgences, etc. Donc, c'est vraiment une application intéressante pour les diabétiques, Covidiab, actuellement donc disponible. C'est une application rendue gratuite et qui peut aider un grand nombre de diabétiques à mieux gérer au quotidien son diabète et à mieux vivre donc avec le Covid. Donc Odette me dit qu'elle prend de la vitamine chaque jour, que son corps est lourd, surtout son bras gauche, et que sa glycémie reste élevée. Bon, donc là c'est pareil, hein, il n'y a pas vraiment de questions vraiment évidentes à travers, c'est plutôt un témoignage, me semble-t-il.
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun lien entre la prise de metformine et l'existence de cette sensation de corps lourd. Donc si vous avez une sensation un peu anormale au niveau du bras gauche, il faut quand même peut-être en parler à votre médecin, parce que ça pourrait être le symptôme d'autre chose. En tout cas, ça n'a rien à voir avec la prise de metformine, ni avec votre diabète, voilà, ni avec le fait que votre glycémie est élevée. Donc si votre glycémie reste élevée, il faut vous rapprocher de votre médecin traitant ou de votre diabétologue. Je rappelle encore la possibilité d'avoir accès donc à ces téléconsultations qui évitent les consultations présentielles et qui permettent d'ajuster les traitements quand justement avec le traitement que vous prenez habituellement, votre diabète reste déséquilibré. Une dame me dit que elle me parle donc de la femme enceinte, une femme enceinte de 5 mois qui a qui serait diabétique d'après ce que je comprends, et sa glycémie à jeun serait à 0,90 g. Donc, chez les femmes diabétiques enceintes, les objectifs glycémiques sont plus stricts que chez les patients diabétiques qui sont pas enceintes. Donc, l'objectif à jeun, c'est une glycémie entre 0,75 et 0,95. Et après les 2 heures après les repas, c'est entre 0,95 g et 1,20 g. Donc, si à jeun, votre glycémie est à 0,90 g, on peut considérer l'objectif. Alors, je trouve que vous n'avez pas beaucoup de questions sur le nouveau médicament, donc ça me confirme que c'est passé totalement inaperçu. N'hésitez pas à me poser des questions hein, si ça va m'intéresser, parce que moi j'ai commencé à en prescrire et je pense qu'on va, que ce médicament a un intérêt vraiment tout à fait intéressant, à la fois pour faire baisser l'équilibre, faire baisser l'hémoglobine glyquée, donc pour améliorer l'équilibre de votre diabète. Ça a des effets positifs également sur le poids, et puis ça permet un bénéfice cardiovasculaire très intéressant. Voilà, donc si peut-être que certains pourraient me poser des questions concernant ce nouveau médicament, j'en vois pas pour l'instant. Continuez à répondre à vos questions. Une dame qui me dit qu'elle est diabétique de type 1, qu'elle est assez active. Elle dit qu'elle fait du sport donc avec Internet et qu'elle sort pour faire ses courses, mais elle commence à trouver long et que son diabète a tendance à se déséquilibrer avec des hypos et surtout des hyper. Donc effectivement, l'équilibre elle a raison hein, de parler également. On parle souvent du diabète, mais il faut aussi apprécier la variabilité du diabète, donc l'instabilité éventuelle du diabète. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une hémoglobine glyquée bonne avec donc une valeur de 7% et avoir quand même des alternances d'hypo et d'hyperglycémie qui sont difficiles à vivre au quotidien. Donc effectivement, la période de confinement peut exposer à des alternances plus importantes d'hypo et d'hyperglycémie qui peuvent effectivement avoir une incidence à la fois sur le plan physique et sur le plan moral. Alors, que pensez-vous de la reprise de l'école pour les patients diabétiques, pour les enfants diabétiques? Donc, je vous ai dit, les personnes diabétiques n'ont pas plus de risque d'attraper le Covid que les personnes diabétiques, et seuls certains diabétiques ont plus de risque de faire des formes sévères. Les enfants diabétiques, si c'est simplement un diabète de type 1 qui est bien équilibré, je pense qu'il n'y a pas de risque particulier par rapport à la reprise de l'école. En revanche, si le diabète, donc qui est la plupart du temps chez l'enfant un diabète de type 1 est déséquilibré, je pense qu'il est important d'équilibrer le diabète avant de renvoyer votre enfant à l'école. C'est vraiment l'équilibre du diabète à cet âge-là qui va faire qu'il y aura un risque supplémentaire ou pas par rapport à un enfant qui n'est pas diabétique. Alors quelqu'un me demande, Mirella me demande quel est le taux d'hémoglobine glyquée pour une personne non diabétique. Eh bien, on ne le connaît pas. C'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle l'hémoglobine glyquée n'est pas un élément de diagnostic du diabète, mais uniquement un élément de surveillance du diabète.
Ce que je veux dire par là, c'est que le diabète se diagnostique sur la glycémie à jeun. Si vous avez le matin à jeun une glycémie supérieure ou égale à 1,26 g, vous êtes diabétique. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez très bien avoir une glycémie à jeun à 0,92 g et avoir une hémoglobine glyquée à 6%, et à l'inverse, avoir une glycémie à jeun à 1,26 g, donc qui correspond au diabète, et avoir une glyquée à 5,7% par exemple. Donc ça veut dire que l'hémoglobine glyquée, c'est vraiment pas un bon élément pour faire un diagnostic de diabète. Donc le taux d'hémoglobine glyquée chez une personne diabétique, a priori, elle serait entre 4 et 5%, pour vous donner comme ça un ordre d'idée, mais on ne peut pas la définir avec certitude. Voilà. Véronique me pose une question sur le stress pour me demander si le stress est vraiment susceptible d'expliquer une hausse de la glycémie. La réponse est oui, puisque le stress favorise la fabrication d'hormones hyperglycémiques, d'hormones qui augmentent le taux de sucre dans le sang, notamment par le biais de l'application de cortisol et de catécholamine, c'est-à-dire d'adrénaline et de noradrénaline, qui sont des hormones donc, qui font monter le taux de sucre dans le sang. Donc, Louis me demande diabète et confinement, comment gérer? Donc, la première chose, c'est qu'il est particulièrement important de respecter le confinement, d'ailleurs qu'on soit diabétique ou pas diabétique d'ailleurs. Donc, comment le gérer? Je dirais en essayant de ne pas s'adonner de pas se laisser aller à des tentations qui peuvent être faciles, hein, comme des grignotages sucrés notamment, et puis de conserver, on l'a dit, une activité physique régulière. Donc, il est possible, même sans sortir, de garder une activité physique, on l'a dit, à travers des applications Internet, à travers des activités à l'intérieur de la maison qui, quand même, vous feront consommer de l'énergie et donc du sucre. Alors, Albinos me demande comment se protéger contre le Covid-19 en étant diabétique de type 1. Donc, je l'ai déjà dit, hein, il n'y a pas de mesures spécifiques, si ce n'est, en plus des gestes barrières, de s'atteler à une surveillance accrue de son diabète. Et c'est peut-être le moment pour certains diabétiques de type 1 qui, de temps en temps, avaient tendance à, notamment certains adolescents, qui étaient un peu en rejet ou en déni, eh bien, c'est peut-être le moment justement d'en profiter pour mieux équilibrer le diabète, ce qui passe donc par un contrôle très régulier de vos glycémies, un contrôle de l'acétone si vos glycémies dépassent 2,50 g, et puis un ajustement éventuel de votre traitement, et ceci en lien avec votre médecin traitant et votre diabétologue. Alors, Mokhtar me demande un conseil pour son fils diabétique qui ne mange pas de protéines. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez ne pas manger de protéines, parce que les protéines, c'est quand même présent dans un grand nombre d'aliments. On doit distinguer donc les protéines animales. C'est peut-être ça dont vous parlez quand vous dites qu'ils ne mangent pas de protéines, donc ce qu'on a dans le poisson, ce qu'on a dans la viande, dans les œufs, et puis les protéines végétales qui sont présentes quand même dans beaucoup d'aliments. Donc, il m'étonnerait quand même fort que votre fils ne mange pas du tout de protéines. En général, de manière, quel que soit le type de régime que vous avez, on mange en moyenne environ 15% de protéines. C'est quelque chose d'un peu, c'est quelque chose qui ne varie pas énormément finalement d'un individu à l'autre, quel que soit le régime alimentaire qu'on a. Alors, Stéphanie me demande si sa fille, diabétique de type 1, peut reprendre l'école en sachant qu'elle a 9% d'hémoglobine glyquée. Donc, il est particulièrement important de mieux équilibrer le diabète avant d'envisager une reprise de l'école, puisque là, on peut considérer que le diabète est déséquilibré. Et donc là, elle fait partie d'une population qui est quand même à risque de faire une forme plus sévère. Donc, je ne vous conseille pas de la remettre à l'école tant que l'équilibre de son diabète n'est pas amélioré.
Mokhtar, pouvez-vous m'orienter sur l'insuline injectée une fois par semaine? Alors, je l'ai déjà dit, hein, ce n'est pas de l'insuline qu'on injecte une fois par semaine, c'est ce qu'on appelle des analogues du qui sont des médicaments du diabète, essentiellement du diabète de type 2, donc qui ne concernent pas du tout l'enfant. Donc, actuellement, on n'a pas du tout à disposition d'insuline à injection hebdomadaire. Alors, Maëva me demande si j'ai des cas de diabétiques de type 1 ayant le Covid, qui avaient des hypoglycémies difficiles à remonter et des diarrhées. Donc effectivement, les signes digestifs peuvent être un symptôme du Covid, hein, des douleurs abdominales, des diarrhées. Donc effectivement, on peut en voir qu'il s'agisse de diabétiques ou de non diabétiques d'ailleurs. Donc c'est pas spécifique aux diabétiques. Donc effectivement, oui, j'en ai vu, oui, des diabétiques qui avaient des diarrhées. Alors pas uniquement de la diarrhée, d'ailleurs, il y avait souvent quand même d'autres signes cliniques associés. Pour ce qui est des glycémies, il est vrai que l'infection Covid entraîne surtout des hyperglycémies, mais il peut également entraîner une instabilité glycémique avec des alternances d'hypo et d'hyperglycémie. Donc effectivement, on en voit des infections Covid avec des gens qui globalement sont déséquilibrés avec plus d'hyper que d'hypo, mais quand même on peut voir également des hypoglycémies, tout à fait. Alors, Lawari me dit, alors je ne sais pas ce qu'il appelle son NGSP, probablement son hémoglobine glyquée est à 7,08%, donc si c'est l'hémoglobine glyquée, ben, ça veut dire qu'elle est bonne. Et il dit qu'un comprimé d'amarène, alors ça doit être d'amarène, je pense, et il doit demander si le traitement est correct. Bon, mais s'il a 7% d'hémoglobine glyquée et que sous 2 mg d'amarène et qu'il ne fait pas d'hypoglycémie, on peut considérer que son diabète est effectivement bien équilibré. Alors, Régé me demande si, selon moi, on doit porter un masque ou si ce n'est pas nécessaire. Donc, je crois on est dans une période où on n'a aucune certitude, où les choses sont très évolutives en fonction de la connaissance qu'on a de l'épidémie et en fonction aussi des moyens qu'on a à disposition. Donc, effectivement, concernant les masques, il a été dit dans un premier temps que ces masques n'étaient pas forcément nécessaires parce qu'il y avait une grande pénurie au niveau national. Là, actuellement, on est en train de se réapprivoiser. Bon, j'arriverai pas à le dire, se réapprovisionner, voilà, je vais y arriver. Et donc, effectivement, le masque devient nécessaire. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que pour un diabétique, il sera préférable lorsque le confinement sera levé, de sortir plutôt avec un masque, au moins de porter un masque dans les endroits confinés, comme en particulier les transports en commun. Donc, bon, une dame qui me pose une question sur la femme enceinte, j'ai déjà répondu puisque je vous ai déjà donné les objectifs chez la femme enceinte. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Je passe à la question d'après. Donc, une dame qui est sous metformine 500 et qui dit qu'elle fait une hémoglobine glyquée tous les 3 mois, que son médecin ne lui a pas fourni dose-surveillance glycémique. Elle se demande si c'est normal ou pas. Alors, oui, c'est normal selon ce qui est recommandé, puisque recommande la réalisation d'une hypoglycémie ou dans des périodes particulières, comme chez la femme enceinte. Donc, si vous êtes uniquement sous metformine, la metformine étant un médicament qui ne donne pas d'hypoglycémie, votre médecin n'avait pas effectivement à vous prescrire un appareil de mesure des glycémies. Donc vous pouvez l'acheter, mais après le prix des bandelettes et des lancettes sera à vos frais.
Alors, quel rapport y a-t-il entre diabète et immunité? Ce qu'il faut savoir, c'est que le diabète est associé en tout cas lorsqu'il est déséquilibré, à une diminution de l'immunité, ce qui peut effectivement rendre les patients diabétiques plus sensibles aux infections. Donc ça, c'est pas nouveau. Hein, on n'a pas attendu le Covid-19 pour ça. Les patients diabétiques étaient plus à risque vis-à-vis des infections, puisque on sait que les diabétiques font également des grippes plus sévères ou des pneumopathies à pneumocoque plus sévères. C'est la raison pour laquelle je disais qu'il était particulièrement important, de respecter scrupuleusement le calendrier vaccinal chez un patient diabétique pour éviter justement de s'exposer à ces risques d'infection sévères. Donc effectivement, le diabète, en tout cas dans certaines situations, notamment donc, de diabète multicompliqué, ou de diabète associé à des comorbidités, ou de diabète déséquilibré, est associé à effectivement une immunité diminuée. Il faut savoir. Excusez-nous pour cette interruption. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Si vous avez d'autres questions. En attendant que vous vous reconnectiez, je vais peut-être parler, comme je vous le disais, de la nouvelle classe médicamenteuse qui est arrivée sur le marché pour permettre le traitement du diabète de type 2, puisqu'il s'agit essentiellement des diabétiques de type 2. Ces médicaments s'appellent les inhibiteurs du SGLT2, et celui qui est commercialisé en France s'appelle la dapagliflozine, sous le nom commercial de Forxiga. Et puis il y aura une forme associée également à la metformine qu'on appelle donc le Xig Duo, qui comprend donc 5 mg de Forxiga et 1 g de metformine. Donc, comme je vous l'ai dit, ce médicament a été attendu très ardemment par toute la communauté médicale en France, qui a mis beaucoup d'espoir dans ce nouveau médicament, qui est commercialisé depuis plusieurs années aux États-Unis, dans plusieurs dizaines de pays en Europe. Donc on a déjà un recul suffisant dans ces pays pour dire que ce médicament est généralement bien toléré. Il a un mode d'action tout à fait original, puisqu'il agit au niveau du rein pour inhiber la réabsorption du sucre au niveau du rein, ce qui entraîne ce qu'on appelle une glycosurie, c'est-à-dire la présence de sucre dans vos urines. Et par ce biais-là, vous allez avoir une action à la fois donc sur l'équilibre glycémique, avec une baisse de moins 0,5 à moins 1% en moyenne d'hémoglobine glyquée, mais également une perte de 2 à 4 kg en fonction des patients. Il y a également une efficacité sur la tension artérielle, avec une baisse de la tension artérielle, et puis un bénéfice tout à fait intéressant sur le plan cardiovasculaire, à la fois donc sur les événements cardiovasculaires, qu'il s'agisse donc du risque d'infarctus, d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, mais surtout d'insuffisance cardiaque, avec une efficacité très importante sur l'insuffisance cardiaque des patients diabétiques. Ce médicament a également un effet intéressant au niveau rénal, en diminuant ce qu'on appelle la microalbuminurie, donc l'excrétion rénale de protéines, qui est souvent à l'œuvre dans le diabète de type 2, dans les complications rénales du diabète de type 2. Donc ce médicament aurait à la fois une efficacité, comme je vous l'ai dit, métabolique, donc sur le diabète et sur le poids, mais également une efficacité sur les complications cardiovasculaires, qui sont quand même la première cause de mortalité chez les patients diabétiques.
Voilà, donc voilà pour ce petit intermède sur le nouveau médicament. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Stéphane me demande comment faire une consultation vu que l'hospitalisation l'hospitalisation est annulée. Alors, Stéphane, ce que je voudrais vous dire, c'est que si votre hémoglobine est à 10%, il n'y a aucune raison que votre hospitalisation soit annulée. Donc, nous allons voir ça, mais évidemment, tous les patients diabétiques présentant un déséquilibre patent de leur diabète, c'est-à-dire une hémoglobine glyquée au moins supérieure à 9%, on les prend en hospitalisation actuellement. Donc actuellement, on a une dizaine de patients hospitalisés, essentiellement pour des déséquilibres de diabète ou des complications aiguës du diabète. Donc si vos complications s'aggravent et que votre hémoglobine glyquée est haute, nous vous prendrons en hospitalisation. Donc Freddy là c'est plutôt je pense un témoignage qui dit qu'au Cameroun les malades du diabète n'ont pas un très bon suivi. Alors Boubou me demande si le nouveau médicament est remboursé par la sécurité sociale. Donc la réponse est oui, c'est le remboursement qui a été obtenu le 1er avril. Donc ce médicament est parfaitement remboursé. Par contre, il faut que ce médicament soit administré, en tout cas pour l'initiation du traitement, soit par un diabétologue, soit par un médecin interniste. Mais il ne peut pas y avoir de première initiation, enfin, il ne peut pas y avoir d'initiation de traitement par le médecin traitant. En revanche, le médecin traitant peut renouveler votre prescription. Donc ce nouveau médicament s'appelle le Forxiga et le Xigduo. Donc le Forxiga, c'est la dapagliflozine et le Xigduo, c'est l'association de dapagliflozine et de metformine. Donc ce médicament, comme son mode d'action est rénal, ne peut pas être utilisé en revanche chez les patients insuffisants rénaux, c'est-à-dire ceux dont la clairance de la créatinine est inférieure à 60. Et en tout cas, on doit l'arrêter de manière impérative si la clairance est inférieure à 45 ml par minute. Mais on ne doit pas également le prescrire chez les patients de plus de 75 ans parce qu'on n'a pas suffisamment de recul dans les études concernant les patients plus âgés. Voilà. Dans l'ensemble, ce médicament est bien toléré. La seule chose qu'il faut quand même connaître, c'est le risque, certes faible, mais qui existe d'infection génitale, donc de balanite chez l'homme et puis de ce qu'on appelle la vulvovaginite chez la femme, qui généralement sont des infections bénignes et qui ne se reproduisent pas. Voilà. Donc il faut quand même peut-être donner des conseils d'hygiène intime lorsque l'on initie ce traitement. Ça peut donner également des infections urinaires, mais ce qui est beaucoup plus rare. Donc voilà un petit peu, mais dans l'ensemble, ce médicament est bien toléré. Il ne donne pas d'hypoglycémie, donc ça c'est très intéressant. Et il fait perdre, comme je vous l'ai dit, du poids, ce qui est intéressant quand on sait que les diabétiques, dans plus de 75% des cas, sont en surpoids ou obèses. Jeanne me dit il me demande s'il est meilleur que l'Ozempic. Alors, c'est pas le même médicament, c'est pas le même mécanisme d'action, je vous l'ai dit. Donc, on ne peut pas dire qu'un médicament est meilleur que l'autre. Je dirais qu'en termes de puissance, en termes d'efficacité sur l'hémoglobine glyquée, l'Ozempic est peut-être supérieur à ce nouveau médicament. En revanche, comme je vous l'ai dit, ce nouveau médicament a des actions extrêmement intéressantes également sur le plan cardiovasculaire. Donc, si vous avez par exemple une insuffisance cardiaque, il est préférable de prendre ce nouveau médicament que de prendre par exemple de l'Ozempic. De la même façon, si vous avez des complications rénales, une microalbuminurie qui augmente, il est préférable de prendre ce médicament que de prendre de l'Ozempic, par exemple. Mais après, ça dépend, ça c'est à voir aussi également avec votre médecin. Il y a un seul dosage qui est le dosage à 10 mg. Donc c'est un seul comprimé à prendre le matin, le midi ou le soir, comme vous voulez, en dehors ou au moment du repas. Donc il n'y a aucune obligation particulière par rapport au moment et à l'horaire de prise.
Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors je sais pas il y a des gens en fait qui font des commentaires, mais je sais pas à quoi ils se réfèrent. Parce que quelqu'un me dit par exemple, vous parlez de quoi? Quelqu'un me parle du Januvia, mais je ne vois pas de question vraiment évidente. Euh, en tout cas, ce nouveau médicament n'a rien à voir avec le Januvia, hein, c'est un mécanisme d'action totalement différent. Donc, je crois que on peut se réjouir d'avoir enfin en France ce nouveau médicament. Il est évidemment important de l'utiliser avec prudence, comme pour tout nouveau médicament, mais comme je vous l'ai dit, pour ses vertus à la fois sur l'équilibre métabolique du patient et sur le bénéfice cardiovasculaire, ça devrait être un médicament très intéressant pour nos patients diabétiques. Voilà, donc je ne vois pas de nouvelles questions, donc je vais conclure. L'ensemble de Diabète 66 se joint à moi donc pour vous souhaiter un bon week-end et on vous retrouvera vendredi prochain pour une nouvelle e-live. Au revoir.